L'une des raisons de la confiance qu'inspire votre réflexion philosophique, André Gorz, c'est votre extrême discrétion. Vous avez toujours refusé, pour sauvegarder votre liberté de penser, toute carrière intellectuelle classique, c'est-à-dire tout compromis avec le pouvoir, qu'il soit universitaire, qu'il soit syndical, qu'il soit politique. Écoutez, je ne sais pas à qui mes réflexions inspirent de la confiance. Je crois qu'ils ont une valeur de nuisance très élevée, et que, en somme, c'est leur valeur de nuisance que je crois féconde. Comme vous le savez, je n'appartiens à aucune culture. J'ai été obligé de définir moi-même les critères de validité des valeurs qui sont charriées par toutes les cultures ambiantes. Je ne peux me reconnaître, ne m'identifier à aucune, ne me sentir chez moi dans aucune. Ou aussi, on peut dire que vous appartenez à plusieurs, la civilisation, la culture allemande, française, non, juive, chrétienne. Je n'appartiens pas à la culture allemande, puisque j'ai cessé à l'âge de 16 ans d'accepter de parler et de lire en allemand. C'est que depuis l'âge de 16 ans, je ne pratiquais que le français. Je n'ai pas de culture allemande autre que celle qu'on peut avoir en faisant le bac, en donnant la langue allemande. Je n'ai pas continué à suivre la production intellectuelle, culturelle, littéraire, philosophique des Allemands. Mais j'ai ramassé des morceaux par-ci et par-là pour me bricoler, et je vous disais, j'étais un bricoleur, pour me bricoler un système d'orientation, un système de valeurs qui me semble correspondre à quelque chose de très fondamental dans la réalité humaine et de transculturel. D'abord, je n'ai pas les diplômes nécessaires pour faire une carrière universitaire. Je n'ai qu'un diplôme d'ingénieur. J'aurais pu faire un doctorat de 3e cycle ou quelque chose comme ça à partir de mes travaux sur Sartre, mais est-ce que c'est intéressant? Vous n'avez jamais eu envie d'enseigner, comme votre ami Ivan Illich aux États-Unis, au Mexique, par exemple? Mais Ivan Illich a été formé pour enseigner. Il a été formé par l'Église pour enseigner. Il a eu une formation qui est l'équivalente de la plus haute formation jésuite. Je ne crois pas qu'il soit jésuite, mais c'est cette formation qu'il a eue. Il a une vocation de formateur des âmes, des esprits, des caractères, des personnalités. Moi, je n'ai pas cette vocation. Mais vous êtes un incitateur à penser quand même, sinon à mettre à penser. Mais je n'ai pas les moyens constitutionnels, si vous voulez, psychiques, spirituels. Je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Et vous êtes toujours méfié du Donc, pouvoir. je refuse toute forme de pouvoir et toute forme de puissance, sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. C'est la même chose que ressentait très fort Sartre, qui a renoncé à l'enseignement. Je ne me compare pas à lui. Je vous dis que le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères. C'est ça qui fait que je ressemble dans une certaine mesure à l'école de Francfort que j'ai pratiquée très tardivement seulement, qui elle aussi vous dit toujours que l'on ne peut contester un ordre établi, qu'on peut contester une civilisation, une culture dominante, qu'à partir de critères qui lui sont transcendants. Et qu'à partir du moment où on efface ces critères transcendants, on ramène tout à des critères utilitaristes, à des critères d'avantage ou de jouissance immédiate, c'est, comme l'appelait Marcuse, de la tolérance répressive. Enfin, on réprime tout ce qui transcende l'immédiate vers quelque chose qui vous fournit un critère absolu de jugement en retour, pour estimer que la seule chose valable, c'est ce qui existe, et que c'est à partir de ce qui existe qu'il faut s'orienter. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation, comme on dit, son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Il y a toujours une réserve d'insoumission
de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement. Et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation qui est la liberté même de se remanier et de se redonner une existence que l'on ne tient que de soi-même, alors évidemment vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Mais ce qui est l'idéal, en un sens, l'idéal non dit, l'idéal inavoué, oui, c'est plus confortable, non conscient d'une société de consommation, c'est de produire des gens qui se reconnaissent dans l'image d'eux-mêmes qu'un produit est censé leur refléter, et qui s'en satisfont. Donc nous revenons à la tolérance répressive de Marcuse. Beaucoup de vos compagnons de route, beaucoup des penseurs qui réfléchissaient avec vous dans les années 60, eux sont compromis avec le pouvoir depuis. Vous êtes l'un des rares, sinon le seul, qui continue à contester. Nous sommes quelques-uns, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Moi je trouve que... Non, vous vous sentez pas un peu seul? Non, écoutez, vous avez des gens très âgés, enfin, de 15 ans plus âgés que moi, en gros, comme Jacques Ellul, qui ont toujours fait ça. Vous avez aujourd'hui des gens de la génération ultérieure, comme Alain Finkielkraut, ou comme Alain Caillé, qui est Caillé avec comme tu l'es Caillé, ça s'écrit, hein. Alain Caillé, qui a fondé le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, le MOS, qui a une revue, la revue du MOS, qui sont des gens extrêmement intéressants dans lesquels je peux me reconnaître. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'impact médiatique. Ellul, par exemple, est un monument, considéré comme un monument de la pensée de ce siècle aux États-Unis. Mais il est méconnu en France. Il est à peu près méconnu en France. C'est un peu votre situation. Non. Quand vous dites que la plupart de mes contemporains se sont intégrés dans le système, eh bien, ils appartenaient à cette culture, ils appartenaient à cette société, ils pouvaient se laisser intégrer par le système. Moi, même si je voulais être intégré dans ce système, je ne m'y reconnaîtrai jamais. C'est vrai, je suis voué à la contestation, et au lieu de chercher à aller contre ma pente en voulant être pareil à tous les autres, je préfère aller dans le sens de ma pente, qui est de rester dans la contestation. Oui, vous vous méfiez des médias, puis vous êtes un peu à la philosophie, ce que Sioran et Julien Gracq sont à la littérature. Pourquoi cette méfiance des médias, de la presse? J'ai été journaliste dans la presse française. Jean Daniel, qui m'a amené de l'Express quand il a changé, quand il est devenu un journal plutôt conformiste, à mon avis, en 64, il m'a coopté dans l'équipe de fondateur du Nouvel Observateur, et il m'a laissé assez de champ pour continuer au Nouvel Observateur, de mener mon cirque contestataire, qui pour moi n'était pas une pause. C'était la seule façon dont je pouvais penser la réalité qui était en train de se déployer sous nos yeux. C'était de façon contestataire. Il m'a laissé assez de champ pour que je puisse le faire, pour que finalement je puisse me reconnaître dans ce que j'écrivais. Je ne dis pas qu'il a toujours été heureux de ce que je fais. Parfois il me disait, écoute, ça suffit comme ça. Si tu fais un papier comme ça tous les mois, ça ira très bien. Il faut pas continuer comme ça toutes les semaines. Ou alors il disait à des jeunes gens qui voulaient entrer à l'Observateur en disant, moi, mon modèle c'est ce que fait Bosquet. Il disait, il peut y en avoir qu'un seul, et ça suffit largement comme ça. Voilà. Mais je ne peux pas dire que je refuse la presse. C'est plutôt, vous savez, il y a une chose très curieuse. Tant que vous êtes journaliste dans un journal qui a un certain impact, une certaine influence sur le public, tant que vous faites partie d'un journal, vous êtes reconnu et sollicité par des gens qui attendent de vous des services. Donc vous recevez des tas de livres, par exemple, dont on espère que vous allez rendre compte,
Et dans cet espoir que vous allez rendre compte des livres des autres, les autres rendent compte de ce que vous écrivez. Ça, c'est malsain. C'est ce qu'on appelle le système de l'ascenseur. Et à partir du moment où j'ai démissionné du journalisme, en 1983, je suis donc, j'ai démissionné du Nouvel Observateur. Oui, vous avez quitté Les Temps modernes et le Nouvel Observateur, et vous êtes retiré ici, dans votre maison de Bourgogne. Voilà, je me méfie de la presse. Je trouve que la presse française est dans un conformisme affligeant, que les gens sont superficiels, ce qui est largement la faute des directions des journaux, parce qu'ils ne donnent pas aux journalistes, et là je dois rendre hommage à la direction de l'Observatoire quand je m'y trouvais, ils ne donnent pas aux journalistes le temps et les moyens pour faire du travail approfondi. Pour vous occuper, par exemple, de l'économie de l'énergie, de l'économie du nucléaire ou de choses comme ça, il ne suffit pas d'envoyer quelqu'un ou de donner des coups de téléphone aux spécialistes de la question, parce que les spécialistes de la question, ils vous disent jamais la vérité. Ils sont là pour couvrir la politique du gouvernement, dont ils ont été les experts en premier lieu. Donc si vous voulez en savoir plus, il vous faut descendre à des étages beaucoup plus bas et fouiller plus profond. Et ça, il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens. Ils n'ont pas à se contenter des réseaux d'information qui sont déjà en place. Par exemple, un journaliste en France qui se mettrait mal avec des cabinets ministériels ou avec l'Élysée se coupera de sources d'information qui lui sont indispensables. Il y a une démarche un peu socratique dans votre pensée. Vous êtes un des rares à vous poser les problèmes là au niveau qui convient, c'est-à-dire de la réalité concrète. C'est que je conteste le développement de la réalité concrète à partir de critères qui ne sont pas les plus courants et qui font des adeptes. Et vous êtes l'anti-chef par excellence. Voilà. Je ne peux pas être chef. Mais j'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers ont été les gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, mais que... Oui, c'est un mythe qui s'effondre, c'est le mythe de la croissance, du progrès. Pas seulement la croissance ne peut pas continuer, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologiste scientifique, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Surtout étant donné les explosions démographiques qui sont en cours et qui ne peuvent pas être arrêtées dans les 20 ans qui viennent, c'est-à-dire que la population de la Terre continuera d'augmenter pendant encore au moins 20 ans avant de se stabiliser. Certainement, parce qu'on peut faire encore d'autres découvertes. On a bien découvert l'énergie atomique qui donne une énergie extraordinaire. Toute énergie est polluante. Ah. Toute source d'énergie est polluante. Et même si vous passez au solaire, c'est-à-dire à la photoélectricité, pas seulement au capteur solaire, mais à la production d'électricité solaire, la production des installations nécessaires pour exploiter l'énergie solaire, la production de ces installations nécessairement est polluante. Donc on peut faire beaucoup pour économiser de l'énergie, pour remplacer les sources d'énergie fossiles ou minérales par des sources d'énergie en dernier état solaire. Mais ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle. Vous pouvez obtenir une politique cohérente de préservation de l'environnement sous forme d'éco-dictature ou de ce qu'il s'appelait technofascisme, c'est-à-dire sous forme de mainmise de l'appareil technicien sur
l'ensemble des conditions et modes de vie d'une société. C'est une utopie, donc cette utopie éco-dictatoriale a été développée dans des livres de science-fiction. Et c'est une forme parmi d'autres de barbarie. André Gorz, vous êtes quand même le père de l'écologie. Alors, l'écologie dans les années 90, en l'an 2000, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera un retour à la nature naturelle, un peu comme celle que décrit Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie? Ou est-ce que ce sera, au contraire, un autre développement d'autres techniques qui permettront de dépolluer? Regardez, en ce moment, commence à se développer le business de l'écologie, l'éco-business. Oui, vous avez un éco-business qui peut fonctionner comme les industries d'armement. C'est-à-dire que une partie de l'industrie trouve son profit et son développement à faire des choses qui ne sont pas des marchandises qu'on peut vendre aux gens, mais le contraire des marchandises, exactement comme les armements, qui ne servent à rien et qui pourtant rapportent du profit parce qu'ils sont financés par l'État. Oui, mais alors ça, ce serait peut-être un profit qui ne serait pas condamnable, si c'est un profit pour un but louable. Oui, je vois très bien. Une approche écologique n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie, un supplément de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. L'approche écologiste ou éco-sociale consiste à se demander pourquoi en premier lieu on en est arrivé au point où on en est. C'est-à-dire pourquoi notre mode de production et de consommation est destructif. Et la réponse à cette question, c'est que la logique économique qui se déploie dans sa pureté dans l'économie capitaliste, dans l'économie marchande, la logique économique veut que l'on réussisse toujours à rentabiliser un maximum de capitaux de façon maximale. C'est-à-dire il faut trouver à investir avec profit le profit tiré des capitaux déjà investis. Donc il faut élargir les débouchés, élargir le marché pour des productions croissantes. Et ça, c'est une démarche perverse. Et cette démarche conduit à accroître la consommation individuelle. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être ou d'accroissement oui, vous avez dit du bonheur. Vous avez dit quelque part que ça revient à transformer une montagne de camelotes en montagne de détritus. Oui, nous faisons ça très systématiquement. C'est-à-dire que nous ne cessons de transformer de la production en déchets. Ah oui, on est les rois du gaspillage. Voilà. Alors, je disais, le lien entre plus et mieux est rompu. Et si vous voulez tenir compte de cette rupture et permettre une qualité de vie meilleure, il vous faut changer, pas seulement de technique, il faut changer de paradigme. C'est-à-dire qu'il vous faut réorienter le système économique de façon à maximiser la valeur d'usage des produits, donc leur longévité, leur qualité intrinsèque, au lieu de chercher à maximiser leur valeur d'échange, c'est-à-dire ce que ça rapporte à chaque entreprise ou à la croissance économique en général. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir non pas plus et moins bien, mais moins mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands. Mais c'est un souci qu'on trouve aussi à droite, non? Vous trouvez aussi une autre forme de préoccupation écologique à droite qui est essentiellement la désindustrialisation. Par exemple, refaire de la France un pays agraire,
travail, famille, patrie, revaloriser l'artisanat, les valeurs traditionnelles, l'attachement à la glèbe, l'attachement à ce que les Allemands appellent Heimat, c'est-à-dire à la patrie où on est chez soi, au pays. Il est normal que la droite, mais non pas la droite classique, la droite réactionnaire est une fibre écologique, puisqu'elle est pour le retour à l'avant-capitalisme, c'est-à-dire le retour à une société d'ordre où chacun est à sa place et où il n'y a pas d'étrangers, où il n'y a pas de juifs, où il n'y a pas tous ces ferments de dissolution de l'ordre établi qui prennent avec la modernisation un impact croissant sur la décomposition de l'ordre social dont ils ne sont pas les auteurs, dont ils ne sont pas les causes, ils en sont eux-mêmes les produits. Que la décomposition de l'ordre social est imputable à la société de marché, elle n'est pas imputable à l'immigration et à l'existence de minorités ethniques. L'écologie, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même, et avec les aux autres, et à ce que est ou doit être la société, certes. Et donc, c'est une nouvelle culture. On ne peut plus penser avec les mêmes modèles mentaux qu'autrefois. Il faut inventer quelque chose d'autre. Il faut surtout vous donner d'autres critères de jugement. Il faut penser autrement aussi, André Gorz, du fait qu'on ne peut plus penser la réalité d'une manière totalisante. La connaissance est devenue atomisée. Voilà. Oui. C'est ce qu'on appelle la fin de la théorie. C'est pour ça aussi qu'il n'y a plus de philosophes. C'est pour ça qu'il y a toujours des philosophes, mais il n'y a plus de philosophie totalisante. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grand système philosophique qui puisse tout embrasser. Le dernier, peut-être qui est un substitut de système philosophique totalisant, c'est le systémisme. Dans, je crois, le représentant le plus cohérent et le plus noble en France, c'était Edgar Morin, qui est arrivé à écrire aussi bien une théorie de la nature, une théorie de la vie, que des livres comme Pour sortir du XXe siècle, ou La nature du régime soviétique, ou Penser l'Europe. Morin était un des systémistes les plus intéressants qui ont été produits par ce filon de pensée. Nous vivons chacun des dimensions de la réalité de notre monde, nous les vivons en morceaux détachés. Et nous sommes nous-mêmes décomposés par cette façon de vivre une réalité que nous pouvons appréhender comme morceaux détachés. Nous sommes tous schizophrènes, c'est-à-dire que nous passons d'un plan à un autre et nous ne voyons pas la cohérence de ce passage. C'est ça la désorientation profonde de notre civilisation, et c'est ça la raison de la décomposition d'une culture du quotidien. Toute forme de cohésion sociale, de cohésion d'une civilisation, suppose une culture du quotidien, c'est-à-dire un ensemble de vécus et de pensées qui vous permettent de vous sentir chez vous dans ce monde et d'avoir l'impression qu'il y a un certain nombre de certitudes, de normes, de valeurs, etc., qui vont de soi. Ben, ce n'est plus notre cas. Plus rien ne va de soi. Plus rien ne va de soi, comme disait Gérard Mandel. Et en plus, toutes les formes de connaissance, d'appréhension des morceaux épars et des pièces détachées de notre civilisation sont technicisées. C'est-à-dire sont devenues opaques, imperméables, inintelligibles pour le commun des mortels et appartiennent à des experts. Ce qui fait que vous avez des experts pour tout et n'importe quoi qui continuent à vous déposséder du peu de certitude que vous pouviez, à la rigueur, dégager de votre expérience vécue, en vous disant, mais
ce n'est pas du tout comme vous pensez, ce n'est pas comme ça qu'il faut. Moi, je suis le spécialiste qui sait comment vous devez élever vos enfants. Moi, je suis le spécialiste qui sait comment vous devez soigner votre corps. Je suis le spécialiste de votre alimentation. Ne vous fiez jamais à votre intuition. Ne vous fiez jamais à votre goût. Faites confiance aux experts. Allez les consulter et payez. Alors, nous avons le développement de cette dépossession de chacun de son vécu, de son rapport intuitif au monde, par des gens qui vous donnent des certitudes contre-intuitives, comme on les appelle maintenant, et qui vous rendent de plus en plus incapable à vous prendre en charge vous-même. Oui, mais et qui ne sont pas sécurisants pour autant, parce qu'ils n'empêchent pas des accidents qui peuvent surgir localement et qui désemparent les États et les gouvernements. Prenez tout le côté iatrogène, c'est-à-dire provocateur de maladies des hôpitaux. Il n'y a pas d'endroit où il y a autant de contamination et de risques de maladies que dans les hôpitaux. On vous soigne pour une chose et vous tombez malade pour une autre. Il y a maintenant, heureusement, des statistiques en France qui montrent, je crois que un quart des malades hospitalisés attrapent à l'hôpital des maladies qu'ils n'avaient pas en y entrant. Bon, le fait d'être dépossédé de votre capacité de vous prendre en charge vous-même ne vous sécurise pas, mais vous livre à des appareils, comme les appelle Alain Touraine très justement, à des appareils de santé, des appareils de production, des appareils commerciaux, des appareils de service, qui vous persuadent de votre incompétence en toute chose et contribuent à votre anxiété. Mais est-ce qu'il faut freiner ce progrès technique, technologique qui avance plus vite que nous? Et qu'essaient justement de penser les écologistes. La question n'est pas tant de le freiner que de l'orienter. C'est-à-dire de l'orienter dans des voies qui soient qui augmentent l'autonomie de la personne et de la société vis-à-vis des contraintes que l'on appelle aujourd'hui économiques ou techniques. Il y a des tendances dans ce sens de réduction de la dimension de ce que j'appelle la méga-machine, c'est-à-dire démonter la méga-machine et passer à des technologies, à des techniques, à des modes de production qui soient contrôlables par les producteurs et aussi par les usagers. Tant que les producteurs et les usagers ne peuvent pas avoir le contrôle des produits que l'on lance, ils n'ont pas le choix de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils consomment. Donc il faudrait contrôler les experts? Non, c'est pas exactement de contrôler les experts. C'est de déplacer l'expertise et de susciter des débats, d'abord entre experts, car ils ne sont jamais d'accord entre eux, et entre experts et le public, c'est-à-dire d'avoir des lieux de confrontation où puissent se débattre publiquement les choix que les uns proposent et les critères de choix que les autres éprouvent. André Gorz, quand vous écriviez dans le Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet, le 8 novembre 1967, vous écriviez concernant l'école: chaque société devrait entourer chaque enfant des mêmes soins infinis avec lesquels elle prépare aujourd'hui des sous-marins nucléaires ou des fusées. C'est furieusement d'actualité, ça. Oui, c'est d'actualité et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous assistez à quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'ici dans l'histoire des civilisations, qui est de vouloir mettre la culture au service de la rentabilité économique. Et de vous demander, la culture, est-ce que c'est rentable? Réponse, oui, la culture, c'est rentable, ça permet de développer le commerce, l'industrie, les échanges de marchandises, la demande, l'emploi, etc., etc. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle culture? Depuis toujours, on appelle culture le réservoir d'interprétation
de normes, de traditions, de valeurs, à partir desquelles se forme et se structure votre sensibilité, vos goûts, votre sens du beau, du vrai et du juste. La culture est ce qui vous fournit les critères en vertu desquels vous pouvez décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui mérite d'être fait et ce qui ne mérite pas d'être fait, ce qui mérite d'être l'objet d'une entreprise économique nécessairement rentable et ce qui ne doit pas faire partie d'une entreprise économique nécessairement rentable. Mais à partir du moment où les critères d'évaluation de ce que doit être et doivent être les buts d'une activité économique et sociale, ces critères d'évaluation sont eux-mêmes soumis à l'évaluation économique sous forme de la question « la culture, est-ce que c'est rentable ?», vous renoncez à tout critère d'évaluation. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême que la question de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça permet l'expansion et la santé de l'entreprise, est-ce que ça ne la permet pas. Donc vous n'avez aucune orientation, le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, être rentable, faire du profit, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal, et que finalement la question qui se pose à nous, c'est en vertu de quoi est-ce que, vu que l'évaluation économique est le critère suprême, en vertu de quoi est-ce que nous n'abolissons pas le repos dominical, puisque ça permet de rentabiliser beaucoup mieux les installations, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Pourquoi est-ce que nous n'abolissons pas ce droit très ancien qui est pas de travail de nuit pour les femmes, d'ailleurs pour les hommes non plus, il ne devrait pas y avoir de travail de nuit. Nous sommes en train de l'abolir parce que ça va à l'encontre de la rentabilité de l'entreprise. Et si vous allez par là, où est-ce que vous voulez vous arrêter? Ne serait-il pas plus rentable de laisser mourir les gens à partir d'un certain âge puisqu'ils ne sont plus productifs? Et les handicapés? Est-ce que le Troisième Reich n'a pas mené la politique la plus rationnelle du point de vue économique en exterminant les handicapés et les gens qui avaient des maladies héréditaires? Vous avez même aujourd'hui 2 titulaires de chaire en médecine en France qui sont partisans de l'exogénèse. L'exogénèse, c'est la production d'embryons in vitro. Non pas la fécondation in vitro. C'est la possibilité pour une femme d'apporter son ovule et pour un homme d'apporter son sperme. On féconde l'ovule et in vitro, c'est-à-dire dans des installations industrielles, on laisse se développer un embryon jusqu'à sa maturité. Et ensuite, en vertu de quoi fait-on cela? Eh bien, disent ces 2 professeurs, il faut libérer la femme des servitudes de la maternité. Et pourquoi faut-il la libérer des servitudes de la maternité? Eh bien parce que les servitudes de la maternité, comme ils l'appellent, sont un handicap professionnel, sportif et mondain. Et on arrive à des aberrations. Non, mais pourquoi ne pas introduire le commerce d'embryons, le commerce d'organes, etc., etc. Il y a déjà les mères porteuses à l'heure actuelle. Vous avez déjà les mères porteuses qui inévitablement vont se développer et vous avez le commerce d'organes. Alors, du moment qu'il existe une demande potentielle qui permet de rentabiliser une industrie, par exemple l'industrie des embryons ou le commerce d'organes, en vertu de quoi nous y opposer si nous posons que le critère d'évaluation unique et suprême, c'est la rentabilité, l'expansion du commerce, de l'industrie et la création d'emplois. Je sais que je ne suis pas seul à soulever ce genre de problème, mais ce n'est pas des comités d'éthique qu'il faut charger de ça. Il faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture, qui l'a détruit par la spécialisation de tout et de n'importe quoi, la technicisation de tout et de n'importe quoi, et l'évaluation de tout en fonction de critères économiques. Nous ne sommes jamais allés plus aussi loin, même dans les régimes barbares du totalitarisme, aussi loin potentiellement dans la soumission de la vie et du sens de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes.
Donc ce ne sont pas des comités d'éthique qui vont nous sortir de l'auberge, parce que quel est le pouvoir d'un comité d'éthique? Il est nul. Ils donnent des avis, et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Le symptôme de cette crise, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, ils ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau. Alors, la grosse question, c'est le syndicalisme peut-il s'emparer? Ou peut-il se coordonner? Peut-il s'élargir aux préoccupations des citoyens, qui ne sont pas les mêmes que celles des ouvriers sur les lieux de production? Il y a un problème de régression syndicale qui tient à un très grand nombre de facteurs qui sont sensibles dans tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord, puisque vous avez partout une chute des effectifs. Ça tient au fait que de moins en moins de gens arrivent à s'identifier à leur travail. Toute la classe ouvrière classique, pour ne pas dire traditionnelle, considérait que le travail est source de puissance, sinon de pouvoir. C'est-à-dire que le travailleur, par sa fonction productive, à la fois technique et économique, détient un pouvoir dans la société qu'il devrait arriver à traduire en termes politiques, à traduire en pouvoir politique. Ce pouvoir technique, il n'y a aucune raison qu'il ne le rende pas dominant en tant que classe dans la société. Et c'était vrai aussi longtemps que les industries qui employaient le plus de main-d'œuvre étaient des industries essentielles dans une économie. Par exemple, les mineurs, les sidérurgistes, les chaudronniers, les ouvriers du bâtiment étaient les héros de la production, comme on les appelait en Union soviétique. Mais ça n'est plus le cas. Mais oui, la structure industrielle a changé à partir des années 80. La structure industrielle a complètement changé. L'industrie dégage de la main-d'œuvre au lieu d'en recruter. Et le travail n'est plus source de pouvoir, même dans l'industrie. Parce que les travailleurs sont devenus aussi des consommateurs. Oui. Pas seulement. Parce que le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Et à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois ou mieux, donc l'ouvrier devient interchangeable, il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche, et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Son pouvoir ne peut renaître que sur un autre plan que celui du travail, qui est celui de la contestation politique. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Et la réponse est généralement négative. Il y a une contestation des professionnels qui entrent dans l'industrie par le biais non plus du syndicat, mais par le biais des citoyens. Parce que ces ouvriers agissent comme citoyens et non plus comme syndiqués. Et cette question
Et c'est central puisque le problème écologique est central et que jusqu'à présent, très peu de syndicats ont réussi à inscrire le problème de la conversion écologique dans leur programme de politique syndicale. Et pourquoi? Parce que dans la mesure où ils défendent les intérêts professionnels d'ouvriers qui sont censés s'identifier à leur travail parce que l'éthique du travail, c'est ça, ils ne peuvent pas. On ne peut contester les finalités et les modalités de la production que si on prend du recul par rapport à cette production. Oui, les intérêts sont contradictoires. Ils ne sont pas contradictoires, mais l'approche est différente. Il s'agit d'un changement de paradigme. C'est le plus de savoir est-ce qu'on est bien payé et bien traité dans ce qu'on fait. La question est est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait. Ça devient finalement une question morale, une question éthique. Et ces questions morales, ces nouvelles questions apparaissent dès les années 80. Ah, certainement, oui. Puisque les problèmes écologiques sont apparus dans les années 70 et que le mouvement écologiste, qui est un mouvement de citoyens, et non pas un mouvement de salariés ou de travailleurs, eh bien, c'est répandu dans toute l'Europe sans les syndicats. Il y a aussi peut-être une autre raison, c'est le développement des activités de service qui fait que les syndicats sont affaiblis. Je crois que le problème, c'est que la vie de travail pèse de moins en moins dans la socialisation des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui forme culturellement, socialement, l'esprit, la perspective, l'orientation, le système de valeurs des gens, c'est beaucoup moins le travail que la vie hors du travail. Vous avez là-dessus des chiffres impressionnants qui sont fournis par Jacques Delors, qui est une des personnes que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrées quand il était encore à la CFDT, dans son dernier livre qui s'appelle « La France par l'Europe ». Il dit que dans les années 40-50, un jeune ou une jeune de 15 ans devait s'attendre à passer le tiers de sa vie éveillée au travail. Dans les années 60, c'était le quart. Et aujourd'hui, ce n'est même pas le 5e. C'est-à-dire qu'on va travailler de moins en moins? Aujourd'hui, un jeune de 15 ans passera plus de temps de sa vie éveillée devant la télévision qu'il en passera au travail. Donc c'est veut dire que l'influence du syndicat, s'il se limite à défendre les gens dans leur vie de travail, nécessairement doit décliner. C'est-à-dire que si le syndicat reste un mouvement ouvrier de défense des travailleurs en tant que travailleurs, il est condamné. Et ça, c'est une problématique que se posent surtout les Italiens, qui préconisent en partie des syndicats de citoyens. C'est-à-dire des syndicats auxquels les gens adhèrent, qu'ils soient salariés ou non. Y compris les chômeurs, y compris les étudiants, y compris les retraités, les riverains, c'est-à-dire des syndicats implantés non pas en fonction d'une division par branche industrielle ou par profession, mais des syndicats de quartier. Alors c'est une toute autre conception. Oui, et puis qui se réuniraient sur des problèmes ponctuels. Sur des problèmes d'intérêt général. Toujours reliés à des problèmes de production et de consommation, c'est la même chose. Alors c'est une filière intéressante qui ne correspond pas à la tradition du mouvement ouvrier, mais peut-être qu'on peut sortir de cette tradition. La crise du syndicalisme, André Gorz, on peut aussi l'expliquer par le chômage, le fait que le travail n'est plus un bien pour tout le monde. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez, il n'y aura plus jamais assez de travail à plein temps, stable, à vie pour tout le monde. Plus jamais? Plus jamais. Les gens qui prétendent que par je ne sais quelle croissance on va rétablir le plein emploi à plein temps pour tout le monde, c'est du rêve ou du mensonge. Donc, quand vous avez un syndicalisme qui continue à faire de l'éthique du travail un impératif catégorique, en disant que plus on travaille, mieux on mérite de la patrie ou de la société, et que le travail est au centre de la vie de chacun, et qu'il faut s'identifier à son travail, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle cette minorité privilégiée de travailleurs employés de façon stable et à temps plein,
il les appelle à s'identifier à un emploi qui est un bien rare, qui est un privilège. Il demande donc à la couche privilégiée, à l'élite de la classe ouvrière ou des classes salariées, à se poser en élite privilégiée contre le reste de la population active, c'est-à-dire contre les intérimaires, les précaires, les femmes surtout, qui sont les temps partiels, et à revendiquer leurs privilèges comme un mérite. Il fait exactement le jeu du patronat. Mais c'est surtout une façon habile de couper les classes salariées, ou la classe ouvrière, de la couper en plusieurs tronçons, en disant à ceux qui sont les élus, qui ont un emploi stable à plein temps, vous êtes les méritants, vous êtes les gagneurs, bravo. Les autres, ceux qui sont intérimaires, qui sont précaires, qui sont à temps partiel, ils valent rien, ils ne méritaient pas mieux que le sort qu'ils ont. C'est-à-dire que vous niez au départ ce qui faisait la cohésion, la valeur et la combativité de la classe ouvrière, qui est le sens de la solidarité de classe. Eh bien, la crise du syndicalisme est largement due à la difficulté qu'éprouvent aujourd'hui les syndicats à trouver une orientation, une perspective, une plateforme commune à ces trois tronçons de la classe ouvrière que sont l'élite du travail qui a un travail stable à plein temps et assuré quasiment à vie, les précaires qui travaillent, mettons, 3 à 9 mois dans l'année, et les temps partiels qui sont, hélas, essentiellement des femmes dont on considère que c'est pas important qu'elles aient une vie, une carrière professionnelle. Voilà la crise du syndicalisme. C'est-à-dire qu'on va vers, comme on dit certains, la fin du travail. Oui, mais ça c'est le dernier livre de Guy Aznar, le travail c'est fini, c'est une bonne nouvelle. Oui, nous sommes dans une civilisation qui élimine massivement le travail productif, sans savoir quoi faire du temps de travail qui est libéré. Ben, il est aussi probable que le patronat organisera, à la place d'un syndicat d'entreprise, des cercles de qualité ou autre chose, des associations de travailleurs maison qui tiendront lieu de syndicats. Et c'est ce qui est en train de se passer aussi. Mais est-ce qu'il est réaliste de penser qu'on travaillera moins, mais qu'on gardera le même salaire? Mais c'est non seulement réaliste, c'est l'évidence. C'est indispensable de dire que la seule perspective, c'est de continuer de réduire la durée du travail, puisque le travail est de plus en plus productif, de plus en plus efficace. Donc on peut imaginer que le chômage ne sera plus une catastrophe si on va vers le non-travail. Effectivement, le chômage n'est pas une catastrophe s'il n'est pas considéré comme du chômage, mais comme des possibilités de loisirs fortement accrues, assurées à tout le monde, en même temps qu'un revenu stable. Non, il faut que tout le monde puisse travailler dans la mesure où il en a envie, travailler beaucoup moins, et gagner convenablement sa vie. Et c'est possible, mais c'est une politique à long terme. Est-ce que vous voyez qu'on s'engage dans cette voie du travail partiel? Ça n'est plus du travail partiel, pas plus que les 1600 heures que vous faites aujourd'hui à la place des 3000 heures que vous faisiez il y a 40 ans ne sont du travail partiel. Les 1000 heures que vous ferez demain à la place des 1600 aujourd'hui ne sont du travail partiel. La norme du plein temps va changer. Savez-vous qu'en Tchécoslovaquie, qui n'est pourtant pas un pays riche, le congé maternité ou paternité est de 3 ans avec 70% du salaire. Il est vraisemblable que si vous ne faites rien, si vous n'avez pas de projet de société et de civilisation, le temps libéré va être occupé par l'industrie du loisir et du divertissement. La richesse d'une nation, c'est une réponse à Adam Smith, la richesse d'une nation ne réside pas dans le volume des richesses produites, mais dans le fait qu'au lieu de produire les richesses dont cette nation a besoin, on n'utilise plus 8 heures chaque jour, mais seulement 4. Autrement dit, la mesure de la richesse, c'est le temps disponible, disposable time. C'est cité en long et en large à plusieurs reprises dans certains écrits de Marx. C'est un très beau texte qui n'a toujours pas paru en français. Donc malgré l'effondrement du communisme, Marx reste d'actualité?
Il y a beaucoup de choses chez Marx qui... écoutez, faut pas charrier. Marx est un auteur fascinant du 19e siècle. Si vous vous mettez à le lire, vous ne pouvez pas ne pas être impressionné, séduit et souvent enthousiasmé, d'une part par l'acuité et la justesse des descriptions, des analyses, la richesse de l'information, qui est sous-jacente, une philosophie de l'histoire que personnellement je rejette, qui n'est plus défendable aujourd'hui. C'est un tout autre aspect, qui est sous-jacent à un scientisme, un économisme parfois, qui ne sont plus défendables aujourd'hui. Peu importe, il faut savoir lire Marx comme un des très grands auteurs et savants du XIXe siècle, dont beaucoup de descriptions restent d'une pertinence stupéfiante. Donc la grande inégalité, en fait, entre les individus, c'est pas l'argent, mais c'est le temps libre. La grande inégalité sociale aujourd'hui, c'est l'inégalité d'accès au travail intéressant, stable et bien rémunéré. Ça n'est pas une question de qualification de diplôme. Parce que même si vous qualifiez et diplômez toute la population, il y aura toujours à peu près 30 à 40% de population pour lesquelles il n'y a pas de travail stable et bien rémunéré, aussi longtemps que l'on ne partagera pas le travail selon d'autres critères en réduisant la durée. Mais pourtant, il y a des activités qui se développent, qui se multiplient, qu'on appelle les activités de service. Oui. Vous avez aujourd'hui une tendance à créer de l'emploi pour l'emploi. Oui, toutes les solutions semblent bonnes, justement, pour lutter le chômage, mais... Voilà. Il faut créer de l'emploi. Il faut avoir une croissance riche en emploi. Alors, c'est une fausse solution, à votre avis? C'est pas une fausse solution, c'est une solution qui nécessairement mène à l'accroissement des inégalités. Car les activités de service ont un sens quand les personnes qui rendent ces services les rendent de façon plus efficace que vous ne pouvez le faire vous-même. Tout ça, c'est parce qu'on est aussi dans une logique de consommation, non? Et vous êtes très virulent contre la consommation de ces années 90. Vous êtes un peu dans la lignée de Ivan Illich, que vous aviez rencontré aux États-Unis, et vous étiez en accord avec lui. La critique du modèle de consommation, ça a commencé dans les années 60. En partie, à partir de mon expérience italienne, on s'est promené dans une ville des Pouilles, je me souviens, avec Trentin, qui nous a fait visiter les quartiers populaires. Il a dit, tu vois, regarde, ils ont la bagnole, la télévision, la machine à laver, mais vivent dans les toulis. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas les WC, les rues sont dégueulasses, ils pendent leur linge aux fenêtres, ils n'ont pas de place chez eux, ils sont obligés de sortir dehors pour avoir un peu d'espace à bouger. Et c'est ça, notre civilisation. C'est qu'on a des biens de consommation opulents, mais tout le milieu de vie, le public, collectif, est dans la misère. Oui, consommer plus, dans une certaine mesure, appauvrit. Consommer plus et vivre mal. Ou vivre mal et gagner bien. C'est un peu notre civilisation. Et vous retrouvez ça dans les très intéressantes enquêtes qu'ont fait faire les étudiants de la Harvard Business School, qui ont demandé, c'était dans les années 70, aux 100 présidents des plus grandes sociétés américaines, ils leur ont demandé 3 questions. Premièrement, seriez-vous capable de lancer un nouveau produit sans campagne publicitaire? 90% de non. Deuxièmement, pensez-vous que les produits que les gens achètent à la suite de vos campagnes publicitaires
leur sont utiles. 85% de non. Troisième question, pensez-vous que, à la suite des campagnes publicitaires, les gens achètent des produits qu'ils ne désirent pas vraiment? 65% de oui. C'est-à-dire que notre civilisation, notre système économique, fonctionne de façon à satisfaire des besoins réels ou imaginaires avec le plus grand flux possible de marchandises et de services. Un degré de satisfaction supérieur pourrait être obtenu avec une consommation moindre, un travail moindre, une dépense moindre en énergie, en matières premières, etc., et en pollution de l'environnement. C'est dans Écologie et politique, vous écriviez, c'était quand, dans les années 60 le taux de croissance. Oui. Recréant sans cesse la rareté pour recréer l'inégalité, la hiérarchie, la société engendre plus de besoins insatisfaits qu'elle n'en comble. Exact. Et le taux de croissance de la frustration excède largement celui de la production. Oui. Peu de gens se rendent compte de ça. Écoutez, je crois que beaucoup de gens se rendent compte de ça, s'en rendaient compte plus qu'aujourd'hui dans les années 70 au début 80, et que tout ça aujourd'hui est masqué, occulté, comme on dit, par la pression qui les pousse à vouloir un emploi à tout prix. Donc on ne se pose plus de question de la finalité de l'emploi, ou du moins le discours dominant ne pose plus la question de la finalité de l'emploi, pourvu que ça crée de l'emploi. Alors ce qui m'a lié à Illich, c'était donc, si vous voulez, j'ai eu deux très fortes amitiés pour des intellectuels organiques dans ma vie, étrangers, parce que je ne parle pas du français. L'une c'était donc Trentin en Italie, et l'autre c'était Ivan Illich, qui est une figure, je veux dire, absolument fascinante et attachante. Aux États-Unis. Il vit au Mexique. Je ne sais pas, il a la nationalité américaine, je crois, mais en tout cas, il vit au Mexique. C'est un ancien prêtre, théologien de première grandeur, historien du Moyen-Âge, qui a donc fondé au Mexique un centre de recherche qui a fonctionné pendant 10 ans et qui, au départ, était fait essentiellement pour former les jésuites qui étaient envoyés en Amérique latine pour travailler dans la population pauvre, essentiellement la population rurale pauvre. Alors il avait, pour former ces jésuites, assemblé une bibliothèque extraordinaire, c'est-à-dire que c'est lui et sa compagne, Valentine, une bibliothèque dont il a fait don ensuite à l'Université de Mexico, sur les légendes et les cultures orales indiennes. C'est une figure très originale, Ivan Illich. Oui. On peut dire qu'il n'est pas dans notre siècle. C'est pour ça que peut-être que mon attraction a été très forte. Son attraction pour moi a été très forte et vice-versa. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui est né dans la même région du monde que moi, qui a également la moitié de sa famille est juive, et qui n'a pas de nationalité ni d'identité. Et qui donc, il a, lui, assumé sa condition d'homme de nulle part et de partout, en allant vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre, et en essayant de servir des civilisations qui ont précédé la nôtre. D'ailleurs, il a été interdit de sacerdoce par l'Église, il a eu des gros ennuis avec le Vatican, et maintenant il travaille comme universitaire. Mais la chose intéressante qu'il a montrée, dans un livre qui s'appelle Le travail fantôme, c'est que notre façon de professionnaliser des services que les gens
pendant des millénaires se rendaient eux-mêmes, ça consiste à les rendre incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Et plus nous allons, plus le développement de la société de service accentue cette dépossession des gens de leur capacité à se prendre en charge. Le mythe étant qu'un professionnel fera toujours la chose mieux que vous. Alors Illich a appelé ça les professions incapacitantes. Disabling professions. Il n'a pas traduit comme ça en français, plutôt sa traductrice, mais la traduction française serait professions incapacitantes ou professions mutilantes. L'exemple le plus fort qu'il a donné, à part celui de l'éducation, c'était celui de la médecine. C'est-à-dire que la santé, telle qu'il l'a définie, anthropologiquement, c'est la capacité de toute personne à faire face à la maladie, à la puberté, à la maternité, au mal-être, et à se demander pourquoi, comment est-ce que je peux faire face? Quelle est la raison de mon malaise, de mon mal-être? Et par une hygiène de vie, le changement du mode de vie ou du mode de travail, de corriger la raison du mal-être. Eh bien, la civilisation industrielle a mis fin à ça. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, quand vous avez la moindre chose, de même que lorsque vous êtes à l'âge de la puberté, ou pour les femmes lorsque vous attendez un enfant, votre problème est médicalisé. Il est pris en charge par des professionnels de la chose qui vous dispensent d'y faire face par vous-même. Et la même chose vaut pour la mort, c'est-à-dire pour l'agonie. L'agonie, jusque-là, était prise en charge par les familiers, qu'ils fussent parents ou amis, qui s'assemblaient au chevet de l'agonisant et qui l'aidaient à mourir. Vous n'avez plus ça. Aujourd'hui, les agonisants sont envoyés, enfin, les gens dont la vie est sur la fin sont envoyés à l'hôpital, où maintenant il y a les spécialistes de l'aide à l'agonie. Il y a des gens qui ne sont pas des prêtres, qui sont des professionnels de la chose, qui vont au chevet de l'agonisant et qui l'aident à agoniser et à mourir. Et ceux qui ne peuvent pas se payer, car c'est extrêmement cher le tarif, 1 heure d'aide agonisant, eh bien, ils ont des cassettes. Donc, professions incapacitantes, dispense professionnelle pour les personnes de se prendre en charge. Et c'est une des choses qu'avec Illich, je reproche maintenant au développement de la prétendue société de service, et surtout la société des services aux personnes, c'est qu'ils finiront par vous dispenser, même de vous brosser les dents, de vous laver les cheveux, et de faire votre hygiène corporelle quotidienne en ouvrant des instituts pour ça. Car enfin, les gymnases de musculation, les instituts d'esthéticiennes, etc., c'est le début. Vous sortirez finalement le matin de chez vous, au lieu de prendre votre douche, vous irez en bas dans une espèce de gymnase où on vous douchera, vous savonnera, vous parfumera, vous lavera les cheveux, et vous serez dispensé même de ce que j'appelle le travail pour soi, c'est-à-dire du travail qui consiste à vous approprier votre propre corps. Vous ne pouvez pas vous approprier même l'appartement où vous vivez si vous n'y faites pas le ménage vous-même. Si vous chargez quelqu'un d'autre, un service professionnel d'y faire le ménage, il faut que l'appartement soit conçu d'une certaine façon. Et si vous voulez en charger des robots, comme il y en a question, il faut que l'appartement soit très fonctionnel par rapport aux capacités du robot. Vous ne serez plus jamais chez vous. Vous serez dans un lieu standard, comme à l'hôtel ou à la caserne ou au dortoir du lycée. J'aimerais signaler d'abord que ce que nous appelons emploi et ce que nous appelons travail sont des notions fourre-tout. Même la notion de travail,
que l'on étend aujourd'hui au travail ménager, au travail de la mère au foyer, etc., sont des inventions du capitalisme industriel. Avant le capitalisme industriel, la notion de travail comme concept n'existait pas. Il y avait, même dans le vocabulaire, on distinguait la peine, la corvée, le labeur, le travail, la besogne, l'occupation, l'activité et l'œuvre. On vaquait à ces occupations, on se consacrait à une activité, surtout lorsqu'elle était professionnelle ou vocationnelle, et le travail, tout comme le labeur, désignait exclusivement la peine des serfs, des journaliers, des manœuvres et des hommes de peine. Le travail était toujours un travail matériel, pénible, dans lequel l'homme s'affrontait à la matière, à la nature. Or, ces distinctions, qui ont leur importance, tendent à disparaître de nos jours, et l'indifférenciation de la notion de travail telle que nous l'employons nous joue de très mauvais tours. Nous avons pris l'habitude d'appeler travail tout et n'importe quoi. L'activité de la mère au foyer, comme j'ai déjà dit, aussi bien que le travail de la prostituée, l'activité du compositeur de musique, on parle du travail de l'écrivain, l'activité du peintre, du philosophe, tout cela est mis sur le même plan que le travail de l'ouvrier, lequel ne se distingue plus dans notre vocabulaire du travail, c'est-à-dire de l'activité du missionnaire. Or, il y a là des contresens manifestes et périlleux, car le travail au sens économique, qui est l'occupation dominante d'environ 90% des personnes actives, le travail au sens économique est quelque chose de spécifique, qui ne peut pas s'étendre indéfiniment à n'importe quoi. Il a pour caractéristique essentielle d'être une activité rémunérée, qu'on accomplit pour gagner sa vie, et dans laquelle ce qu'on gagne compte davantage que ce qu'on fait. Je ne dis pas que ce qu'on fait ne compte pas du tout dans les emplois rémunérés. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on fait par conviction, par vocation, par nécessité intérieure ou par goût, et ce qu'on fait pour gagner sa vie. Et qu'il y a une différence fondamentale entre l'activité du militant, de l'artiste, et le travail de l'employé, de l'ouvrier, du fonctionnaire, qui, le plus souvent, ne savent même pas ce qu'ils font au juste. Leur travail est plus une fonction qu'une action. Et c'est pourquoi ils disent « j'ai un travail » et non pas « je fais un travail ». Bref, le travail, tel qu'il a été inventé, car c'est une invention, par le capitalisme industriel, ce travail est, pour l'immense majorité des actifs, une activité accomplie à la demande et pour le compte d'un tiers, dans les conditions et les lieux fixés par ce tiers, en échange d'une rémunération offerte par ce tiers. Ce travail est donc une marchandise. Et ce travail marchandise, accompli en vue de son paiement, est fondamentalement différent de tout ce que nous faisons pour nous-mêmes et par nous-mêmes, même lorsque c'est pénible, pour notre autoconsommation directe ou notre confort privé dans la sphère familiale ou communautaire. Comme par exemple, entretenir notre logement, nous entretenir nous-mêmes, c'est-à-dire nous laver, nous maintenir en bonne santé, préparer nos aliments et les manger, faire des enfants et les laver, les élever, leur apprendre à parler, à marcher, à aimer, etc. Tout cela n'est pas du travail au même sens que le travail marchandise, le travail rémunéré, le travail fait pour gagner sa vie, et le travail fait pour servir un tiers. Or, l'industrialisation a eu pour but et pour effet de réduire continuellement la sphère de cette autoproduction, de cette auto-activité, de cette prise en charge directe de chaque ménage par son travail pour soi. Plus personne ne file son chanvre et sa laine, ne tisse son drap, ne coud ses vêtements, plus personne ne cuit son pain, ne construit sa maison, etc., etc. Car toutes ces choses que la majorité des gens faisaient encore par et pour eux-mêmes au siècle dernier, toutes ces choses sont faites plus vite et le plus souvent mieux par des industries et des services industrialisés employant des travailleurs salariés. Il y a eu spécialisation et rationalisation du travail, et cette spécialisation, cette rationalisation a pour conséquence et pour sens que nous produisons beaucoup plus vite et souvent mieux avec de moins en moins de travail
et que chacun, avec son salaire, peut acheter beaucoup plus de biens et de services qu'il ne serait capable d'en produire par et pour lui-même en un même nombre d'heures. Autrement dit, l'industrialisation nous a fait gagner du temps, elle a économisé du temps et du travail, et elle continue d'en économiser. Il y a 100 ans à peu près, la durée annuelle de travail d'un travail à plein temps était de 4500 heures. Elle est aujourd'hui de 1300 à 1600 heures pour un plein temps, avec une production décuplée, au moins décuplée. Et elle continue de baisser. C'est-à-dire à 5 ans d'échéance, elle baisse à raison de 50% dans les industries automobiles, textiles et autres, et de 25% bancaires aussi, dans les services bancaires, 50% dans les 5 ans, et elle baisse de 25% dans la plupart des administrations publiques. Maintenant, l'ennui et le drame, et la source de nos problèmes, c'est que la société capitaliste ne sait pas répartir les surcroîts de richesses produites, et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti des économies de temps de travail qu'elle réalise. Au lieu d'accueillir ces économies comme une libération, comme un affranchissement vis-à-vis des nécessités et des contraintes de la production économique, au lieu de faire en sorte que tout le monde puisse travailler, mais travailler de moins en moins et de mieux en mieux, tout en touchant sa part des richesses socialement produites, nous considérons la diminution du volume annuel de travail comme une malédiction, une calamité, et nous cherchons vainement comment faire pour que tout le monde puisse travailler autant que par devant, comment faire pour que ces économies de travail soient annulées, résorbées par la création de nouveaux emplois. Et c'est cette recherche vaine, c'est là que je voulais en venir, qui nous conduit à vouloir transformer en emplois rémunérés, homologués, des activités pour lesquelles la professionnalisation et la monétarisation n'apportent aucun gain qualitatif ni aucun gain de temps. Au contraire, dans le seul et unique souci de créer de l'emploi, nous sommes en train de transférer à des professionnels rémunérés des activités qui seront toujours le mieux faites si chacun de nous les assume pour lui-même, pour son propre compte, des activités qui ne conservent tout leur sens que si elles ne sont pas accomplies en vue d'un paiement. Constamment, le service le plus souvent nommé pour vous, qui doit être professionnalisé, c'est celui de la garde des enfants. À quoi je réponds? Si nous avons besoin de faire garder nos enfants par des services professionnels, premièrement, c'est que nous manquons de temps. Si nous réduisions la durée du temps de travail telle qu'elle peut être réduite, surtout à échéance, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, les services de garde d'enfants seraient en complément à la prise en charge coopérative, de voisinage ou individuelle des enfants qu'il s'agit de garder. Et avec la garde d'enfants, on sous-traite une tâche que l'on n'a pas le temps aujourd'hui d'assumer soi-même, on la sous-traite en la faisant exécuter par un autre qui, en quelque sorte, vous fournit le temps qui vous manque, sans qu'il y ait gain de temps. Je crois que nous allons revenir là-dessus parce que c'est l'exemple de ce qu'on appelle la substitution équivalente, d'une activité contre-productive, où celui qui fait garder ses enfants, qui fait faire son ménage par une tierce personne, lui achète du temps, sans qu'il y ait gain de productivité ni gain de qualité. Il n'est pas vrai que votre ménage fait par une femme de ménage est fait plus vite que vous le feriez vous-même. Le plus souvent, il est fait plus lentement. Et je le sais d'expérience, parce que je le fais moi-même et parfois je le fais faire. Bon. D'autre part, s'il y a égalité sociale entre la femme de ménage, c'est-à-dire la personne de service, et vous-même, surtout égalité de revenus, pour acheter 2 heures de femme de ménage, il vous faut travailler 2 heures. Il faut gagner de quoi payer ces 2 heures. Alors, ou bien vous gagnez la même chose que votre femme de ménage, et vous ne pouvez pas payer les charges sociales. Ou alors pour payer ces charges sociales, c'est-à-dire pour lui donner un travail homologué, socialement reconnu, il vous faut gagner 60% de plus qu'elle. Alors, comment voulons-nous au mieux organiser le maintien chez eux, dans un contexte social, dans un réseau de relations sociales, des personnes qui ne travaillent plus de façon professionnelle et rémunérée? C'est toute la question. Si vous répondez avant tout, pour créer de l'emploi, nous allons professionnaliser leur prise en charge à domicile,
Je dis, ça n'est peut-être pas la meilleure solution. Car la meilleure solution, telle qu'elle est expérimentée en Scandinavie et à Berlin-Ouest, c'est de faire prendre en charge les personnes âgées non valides par les personnes âgées valides, qui, elles, ne demandent pas mieux que de trouver une activité d'aide, de soins, de se rendre socialement et individuellement utile en prenant en charge des tiers. C'est bien sûr une activité bénévole, non rémunérée, mais mutualisée à l'échelle nationale. Car la proposition du sénateur des affaires sociales de Berlin tend à dire toute personne âgée valide prenant en charge à titre bénévole pendant X heures une personne âgée non valide acquiert de ce fait un crédit qui lui donne droit, lorsqu'elle sera non valide elle-même, à un service équivalent. Donc vous avez une mutualisation non monétaire de la prise en charge qui a l'avantage que les personnes qui prennent en charge d'autres ne sont pas des professionnels, que l'activité n'est pas monétarisée et qu'elle échappe au vice profond de la monétarisation, c'est que dès qu'il y a paiement, il y a tendance à vouloir mesurer un rendement. Dès que vous êtes payé pour votre travail, celui qui vous paye voudra obtenir le maximum pour ce qu'il paye. Et vous avez cela dans les hôpitaux, vous l'avez dans l'enseignement, où bien qu'il n'y ait pas une mesure formelle du rendement, il y a une tendance toujours à vouloir accroître le rendement des personnels en place en les mettant sous pression, en économisant sur leurs effectifs et sur leurs salaires. C'est ça le problème. Ce qui détruit le sens profond et de l'activité éducative et de l'activité de soins ou de prise en charge d'autrui.